Bien, je vous propose que nous commencions. Alors, on a pas mal de collègues qui sont excusés, mais voilà, on ne peut pas se partager. Il y a différentes choses ce matin. Donc, merci en tous les cas à ceux qui ont pu se libérer. Monsieur le haut-commissaire à la stratégie et au plan, Monsieur le ministre, mes chers collègues, merci, monsieur le haut-commissaire, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Les travaux que vous menez, concernant plus particulièrement les enjeux de planification et d'aménagement du territoire, intéressent évidemment au plus haut point notre délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Aujourd'hui, nous souhaiterions nous concentrer, même si tous les sujets pourront être évoqués, bien sûr, nous souhaitons nous concentrer sur la question de la territorialisation des politiques de l'État, en nous intéressant notamment à deux contributions. Le rapport initié par le Haut Commissariat, qui a été présenté, je crois que c'est le 14 janvier, notamment par le préfet Michel Cadot, intitulé « Grands projets d'infrastructure, prioriser, simplifier, réussir ». C'est des mots qui nous parlent, à nous, dans les collectivités locales. C'est même le quotidien des élus locaux. Prioriser, simplifier, réussir. Et puis la contribution de Hugo Biolay, maire de Vinzieux, c'est une petite commune d'environ 600 habitants de l'Ardèche. Je crois que c'est un des plus jeunes maires de France, si je ne me trompe pas. Une contribution que relaie le Haut Commissariat et qui a pour titre « Planification et ruralité, une histoire de confiance ». Là aussi, la question de la confiance entre l'État et les collectivités, c'est un sujet qui nous parle et qui est tout à fait crucial. Les analyses de messieurs Cadot et Biolay convergent sur un point central, c'est que la concrétisation des projets publics se heurte aujourd'hui à des difficultés croissantes et nous considérons qu'il est grand temps de remédier à cette sorte de fuite en avant de la complexification permanente. Nous en reparlerons évidemment ce matin. Je veux rappeler brièvement en ouverture de notre rencontre quelques enseignements de ces deux publications avant évidemment de vous céder la parole et d'échanger avec nos collègues. Comme le montre M. Biolay, la crise de la planification territoriale est d'abord une crise de la relation entre l'État et les collectivités locales. Au sein de la délégation aux collectivités territoriales, nous attachons à objectiver ce constat et après notre audition, après notre échange de ce matin, nos collègues Laurent Burgoa et Franck Montaugé, que j'ai vu et que je salue, présenteront justement à la suite de cette audition les résultats d'une consultation des élus locaux relative aux ruralités et aux transitions. Le manque de visibilité, l'instabilité, la complexité des procédures, l'accumulation des réglementations et des normes, les injonctions parfois contradictoires, les délais et les surcoûts qu'elles engendrent constituent autant de freins à la concrétisation des initiatives locales et bien sûr à la planification. L'analyse de M. Biolay rejoint là aussi celle dressée par notre délégation. Les outils financiers de l'État reposent trop souvent sur une logique d'appel à projet, ne permettant pas la définition d'une stratégie territoriale pluriannuelle. Et pour l'avoir vécu, avec les appels à projets, finalement, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Eh bien, il faut tordre les projets pour les faire entrer dans un cadre national, alors que c'est exactement l'inverse qui devrait se passer. C'est le cadre national qui devrait s'adapter aux projets des collectivités. Par ailleurs, je veux le dire, l'État est souvent vécu davantage comme un contrôleur, là où il devrait être facilitateur, dans un contexte par ailleurs marqué par la réduction des moyens des services déconcentrés et l'inflation des normes. Notre délégation est particulièrement attachée à la lutte contre la complexité normative. C'est une préoccupation d'ailleurs qui irrigue l'ensemble de nos rapports d'information. Cette mission de simplification que le Sénat a confiée à notre délégation, nous l'avons confiée au premier vice-président, Rémy Pointreau, et elle se traduit aussi par des liens évidemment étroits que nous avons noués avec le Conseil national d'évaluation des normes. S'agissant des projets d'infrastructure, le constat dressé par M. Cadot est sans appel. La France a longtemps été un modèle en matière de grands projets, mais elle se heurte désormais à la multiplication, encore une fois, des délais, des coûts et des contentieux. Selon ce rapport, je cite, « Entre 12 et 16 ans sont en moyenne nécessaires pour mener à bien un projet de grosse infrastructure depuis le dépôt du dossier jusqu'à sa livraison. » Et nous sommes bien sûr attentifs à vos propositions visant à réduire ces délais. Mais, et je veux insister là-dessus, au-delà des grands projets nationaux, vous soulignez que certaines de vos propositions ont vocation à s'appliquer à des projets plus locaux,
notamment pour raccourcir les délais d'instruction des dossiers. C'est un sujet auquel, évidemment, nous sommes très attachés, car il ne faut pas s'y tromper et s'imaginer que toutes ces contraintes ne valent que pour les grandes infrastructures. Les maires des communes, y compris les plus petites, sont confrontés à leur échelle aux mêmes difficultés. Ce point est essentiel et je veux rappeler que très majoritairement, l'investissement public repose sur des initiatives portées par les collectivités territoriales en milieu rural comme en secteur urbain. Ces opérations d'aménagement du territoire ne relèvent pas nécessairement de la catégorie des grands projets d'infrastructure, mais encore une fois, ils se heurtent aux mêmes obstacles, la complexité des procédures, les incertitudes juridiques, les délais de réalisation excessifs et coûteux. Dès lors, une question ne manquera pas d'intéresser les membres de notre délégation, Monsieur le Haut-Commissaire. Dans quelle mesure les 39 recommandations du rapport sur les grands projets d'infrastructure sont-elles transposables aux projets locaux portés par les collectivités territoriales dans tous les territoires de France? Je veux le redire avec force, l'empilement des procédures, la multiplication des normes et l'insécurité juridique constituent là aussi autant de freins à la réalisation de projets à l'échelle locale. Les élus locaux attendent donc des solutions de bon sens, prenant en compte la réalité des territoires et, j'ai envie de dire, la spécificité des territoires. Vos travaux ouvrent des perspectives intéressantes, mais vous l'aurez compris, nous pensons, au risque de me répéter, qu'elles appellent aussi une exigence particulière, celle de veiller à ce que ces évolutions, les améliorations que vous proposez, ne bénéficient pas uniquement aux grands projets nationaux, mais irriguent l'action des collectivités territoriales dans tous les territoires. C'est bien aussi à l'échelle des territoires que se joue l'efficacité de l'action publique. Je vous cède donc sans attendre la parole pour nous présenter les grandes lignes de votre rapport avant que nous échangions plus en détail avec les collègues. Merci encore de votre présence. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis très heureux de votre invitation et de pouvoir revenir dans cette salle et dans cette assemblée, où notamment sur la question des transports et des mobilités, déjà des projets nationaux, locaux, nous avions eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Donc merci de donner aussi de la visibilité, je l'espère, et de l'impact, on l'espère le plus possible, à ce rapport qui n'est pas le mien, mais qui évidemment j'endosse pleinement, qui a été rédigé, coordonné plus exactement par Michel Cadot. J'y reviendrai peut-être selon une méthode qui, pour moi, a beaucoup de sens et qu'on doit essayer de développer le plus possible dans les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie au plan, tel que je le conçois depuis la fusion et depuis que j'ai pris mes fonctions il y a un an. C'est-à-dire s'ouvrir vers des sujets concrets, avec des propositions concrètes qui peuvent servir le gouvernement comme des décideurs locaux, et essayer, sans naïveté, mais de faire converger le plus possible un certain nombre de points de vue, d'expériences différentes. Le rapport Cadot, pour en dire tout de suite un mot, c'est 40 auditions qui ont été faites. Le préfet Michel Cadot, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a piloté en dernier lieu, mais après un long parcours préfectoral et territorial, là, qui a assuré la coordination des Jeux olympiques et paralympiques avec beaucoup de succès avec cette méthode de concertation, et qui a donc dans son groupe de travail réuni des représentants des associations d'élus, des représentants du secteur des bâtiments travaux publics qui portent des projets ou les réalisent très concrètement, des administrations de l'État, de grands opérateurs comme la SNCF par exemple, d'universitaires, d'organisations non gouvernementales, une série d'acteurs qui ont des points de vue parfois différents et divergents et qui n'ont pas été réunis dans une grande épiphanie qui a fait qu'ils ont tous pensé la même chose. Je crois que ça ne serait pas réaliste ni d'ailleurs souhaitable, mais qui ont permis à ce rapport, et je reviens dans un instant sur son contenu, à ces 39 propositions que vous avez rappelées, de donner, je crois, une boîte à outils la plus concrète possible. Et donc cette méthode, je donnerai aussi quelques exemples, on va essayer de la développer ou de la généraliser dans pas mal de travaux. J'en profite pour dire, au sujet des travaux que nous avons lancés, de ce rapport en particulier, que je tiens beaucoup à remettre au centre de nos réflexions et de nos propositions la question de l'aménagement du territoire. Parce que nous avons une tradition d'abord, vous l'avez dit, de grands projets. Et l'aménagement du territoire, ce sont des grands et des plus petits projets qui ont parfois, et j'y reviens en réponse à votre interrogation, les mêmes obstacles à surmonter et des obstacles croissants. C'est une tradition du plan. Je rappelle que le plan, ça n'est pas une institution récente, elle a 80 ans, elle a connu des dénominations et des périmètres un peu différents, créés par le général de Gaulle et par Jean Monnet. Et dès 1963, une quinzaine d'années après sa création en 1946, on crée ce qui deviendra la DATAR,
et qui était un organisme d'aménagement du territoire, d'abord au sein du plan et puis autonome. Je n'ai pas de nostalgie, on ne va pas recréer exactement la même chose, mais en revanche, il y avait des projets, une vision, un pilotage de l'aménagement du territoire et d'ailleurs le fait d'assumer même les mots d'aménagement du territoire. Et on a eu l'impression, et je le dis devant une assemblée qui connaît mieux que moi ces sujets, que la décentralisation a quelque sorte défait la nécessité d'un aménagement du territoire. Pas du tout, c'est extrêmement complémentaire. On peut aménager le territoire de manière coordonnée entre élus locaux et acteurs d'État. Et l'État a un rôle, c'est aussi un des points qui est relevé dans la note de Hugo Biolay, effectivement, l'un des plus jeunes maires de France, de planification, d'accompagnement, d'ingénierie. C'est une des critiques qui revient souvent, que l'État abandonne sa compétence d'appui et d'ingénierie aux collectivités locales pour des projets locaux, d'aménagement ou d'équipement. Bref, cette idée d'aménagement du territoire, elle doit évidemment être adaptée, mais je crois qu'il faut la remettre au centre de nos réflexions. Et j'y viendrai aussi, mais j'en dis un mot tout de suite, sur la question des simplifications et des normes. Moi, je crois qu'on ne réalise pas un projet parce qu'on a simplifié les normes. On simplifie les normes parce qu'on a un projet. Pardon de le dire ainsi, je m'en explique une seconde. On prend souvent les exemples, puisque je citais le préfet Cadeau, des travaux de Notre-Dame de Paris ou des Jeux Olympiques et Paralympiques, en disant, vous voyez, quand on veut, on peut. On avait des grands projets, on a mis en place, vous les avez votés ici, des lois ad hoc, souvent de simplification ou de levée d'un certain nombre de contraintes réglementaires, etc., environnementales parfois, pour réaliser le projet. Bon, mais c'est bien parce qu'on avait le projet qu'ensuite on a mis en place et les financements et les adaptations réglementaires, normatives, etc., qui ont permis la réalisation de ce projet. Et donc je crois qu'il faut le prendre dans ce sens-là. Quand on a une vision claire de ce qu'on veut aménager, de ce qu'on veut créer pour un territoire national ou plus local, ensuite c'est plus facile de mobiliser, y compris les gens qui peuvent être hostiles sur un projet ou réticents sur un projet, associations, riverains, etc. Quand on dit on veut aller dans cette direction, et voilà les adaptations ou les ajustements, ou parfois les dérogations qu'il faut essayer de porter. Si on fait une loi de simplification X ou Y, il y en a certaines en débat, à froid, si je peux dire, je crois qu'on ne simplifiera pas beaucoup les projets. J'y reviendrai, c'est un des axes du rapport Cadeau, de ne pas multiplier les dérogations sectorielles, mais d'adapter aussi le droit commun. Alors, pour revenir à ce rapport lui-même, je l'ai donc confié au préfet Michel Cadeau, qui animait, je le disais, ce groupe de travail, conduit avec ce groupe une série d'auditions, une quarantaine donc, à partir du milieu de l'année dernière. Je lui ai confié cette mission en juin 2025 et il l'a accompli dans les délais prévus par la lettre de mission d'ici, à date du 15 décembre 2025. Il me l'a remis formellement en début de cette année. L'idée était de partir du constat que vous avez rappelé, donc je serai bref parce que je pense qu'il est très largement partagé, c'est qu'on a toujours, on devrait en tout cas toujours avoir une ambition d'un certain nombre de grands projets, là je raisonne plutôt au niveau national, mais on a des blocages croissants d'ordre divers, je l'ai un peu évoqué, normatifs, contentieux, etc. Et donc, j'ai demandé à Michel Cadeau, parce qu'il y a déjà des rapports sur le sujet, évidemment, un, d'appliquer cette méthode de concertation, et deux, d'avoir une exigence un peu plus grande que celle de l'accélération de la simplification, qui était d'essayer de sortir de de résoudre cette quadrature du cercle, qui consistait à dire, est-ce qu'on peut aller plus vite sans sacrifier des exigences environnementales, et un autre paramètre qui est la participation du public ou la concertation. Et là, c'est évidemment un défi un peu plus complexe, mais je crois qu'il a été, pour aller droit au but, relevé brillamment par Michel Cadeau et ceux qui l'ont accompagné, avec donc ces 39 propositions très concrètes. Donc c'était, dès le départ, une ambition, si je puis dire, complexe de conciliation d'exigences, aller plus vite, apporter plus de sécurité juridique et de visibilité, parce que j'ajoute cette dimension, un des points qui est tout le temps relevé par les porteurs de projets et par les collectivités en particulier, c'est l'idée qu'on ne sait pas si le projet va aboutir ou pas, dans quel délai, dans quel budget. À la limite, qu'un projet se fasse ou qu'il ne se fasse pas, c'est plus clair. Mais quand on ne sait pas, j'ai vécu dans le domaine des transports une célèbre autoroute dans le Tarn qui s'appelle la 69, c'est caractéristique, qu'on soit pour ou contre le projet, moi je l'ai défendu, mais qu'on soit pour ou contre le projet, personne n'est satisfait d'une odyssée contentieuse, comme le dit joliment le rapport, dans lequel un jour le projet est suspendu, un jour le chantier reprend, et on ne sait toujours pas, je crois qu'on est bien parti quand même aujourd'hui, mais dans quel délai, comment et si le projet va aboutir. Et ces exemples-là, vous les connaissez par cœur, on pourrait en trouver dans chaque département de France.
pour des plus petits projets d'ailleurs aussi. Donc ça n'est pas satisfaisant. Donc aller plus vite, assurer de la visibilité de la sécurité juridique et respecter donc les exigences environnementales. C'est ce triangle d'exigences dans lequel s'est inscrit le rapport. Il conclut sur deux grandes convictions que je partage. Il n'a pas choisi une approche de Big Bang ou de page blanche, si je puis dire, c'est-à-dire que le rapport, il est effectivement assez détaillé, technique, tant mieux. Il propose 39 recommandations ou mesures qui permettent, mises bout à bout, d'apporter des simplifications, des accélérations. On pourrait avoir une autre approche, mais on ne l'a pas choisi ici avec Michel Cadot, qui aurait été de réécrire plus largement, certes dans un cadre européen un peu contraint, nos DUP, notre droit de l'urbanisme, notre droit de l'environnement, de manière beaucoup plus approfondie. Alors on n'a pas choisi cette approche pour une raison simple, c'est qu'on voulait être utile vite, en tout cas c'est l'objectif, et donc avoir cette boîte à outils que je décrivais, de mesures concrètes, tangibles, applicables assez rapidement si le gouvernement et le Parlement souhaitent s'en saisir. Et dans les 39 propositions, d'ailleurs je le souligne, il y en a 9 qui sont de nature législative, pourraient, si cela a été souhaité, évidemment, trouver leur place dans un certain nombre de textes qui arrivent. Je pense à la loi cadre sur les transports, mais éventuellement à des lois de simplification qui suivent. 13 sont réglementaires, donc un niveau de normes plus rapide potentiellement à prendre, et 17 consistent à changer les pratiques administratives. Tout ça pour dire que ce sont des mesures qui pourraient, encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons, mais être adoptées relativement rapidement. Et c'était un des objectifs. Ce n'était pas le grand soir, mais c'était des améliorations de petits pas, mises bout à bout, qui peuvent être concrètes et importantes. Je dis qu'ils peuvent être mises bout à bout, concrètes et importantes, parce que l'estimation que fait le rapport Cadot, c'est que là où un grand projet, on reviendra sur la définition des grands projets, mais les grands projets d'aménagement nationaux, mais aujourd'hui, en moyenne, entre 13 et 17 ans, on pourrait réduire d'un quart à un tiers cette durée de réalisation des projets. Et donc gagner 3 à 4 ans sur des grands projets. Alors ça n'est pas négligeable, je crois, comme avancée. Ça n'est pas non plus la réalisation d'un grand projet en quelques mois, mais ça, je crois que personne n'y croirait. Mais si on pouvait gagner entre un quart et un tiers du temps sur des grands projets d'aménagement, on aurait déjà fait œuvre utile, je le crois, et c'est ce que permettrait ce rapport si on mettait en place ces différentes dimensions. Deuxième parti pris, à part la stratégie progressive et non de Big Bang, c'est de ne pas retenir un bouc émissaire ou la logique du coup de baguette magique, si je peux dire. Il n'y a pas un élément dans la chaîne de réalisation d'un projet qui bloque tout et qu'on pourrait faire sauter pour gagner 3, 4, 5 ou 10 ans. Ça n'est pas exact, c'est en tout cas pas le constat que fait le rapport. Si on prend toutes les étapes d'un projet, j'y reviendrai dans un instant, de la planification, la décision, jusqu'à l'ouverture ou l'inauguration du projet, en passant donc par la DUP, par des autorisations environnementales, par des phases contentieuses, immanquablement, il faut gagner du temps sur chacun de ces maillons de la chaîne. On ne va pas supprimer le contentieux. À l'évidence. Je crois qu'on ne le souhaiterait pas. On va peut-être pouvoir insister sur une meilleure planification. Ça peut faire gagner du temps, pas seulement en changeant le contentieux à la fin de la chaîne. Donc la stratégie ou l'approche qui, je crois, est juste du rapport de Michel Cadot, c'est de dire il faut qu'on améliore chacun de ces maillons de la chaîne, de la planification au financement, en passant par le contentieux et les pratiques administratives d'instruction, etc. J'en dirai un mot dans un instant. Dernier point très important, c'est que dans les partis pris, c'est que Michel Cadot insiste, et je crois qu'il a raison, sur le fait qu'on est allé un peu au bout de la logique de dérogation sectorielle. Pour des bonnes raisons et avec parfois des résultats. Alors, ils ne sont pas toujours encore mesurables parce que certains textes sont récents, mais on a choisi, le gouvernement comme le Parlement ces dernières années, d'avoir, par exemple, un régime de simplification sur les énergies renouvelables ou sur le nouveau nucléaire, d'avoir, je parlais de projets ad hoc, des régimes simplifiés pour un projet particulier de grande ampleur, comme Notre-Dame ou les Jeux. Donc, se sont développés, ou la loi Industrie verte en est un autre exemple aussi, des régimes sectoriels de simplification bienvenue, mais qui, quand ils se multiplient, évidemment, peuvent recréer de la complexité, parce que parfois on ne sait pas exactement, et ça a été dit par beaucoup d'auditionnés et de porteurs de projets, dans quel régime on tombe,
et qui parfois ont des sortes d'incohérences entre elles, qui, y compris dans une phase contentieuse, peuvent faire que le juge ne sait pas exactement à quelle norme il faut se raccrocher pour juger de telle ou telle procédure. Bref, si on continuait dans cette logique de multiplication de dérogations sectorielles, encore une fois, fondées sur de bonnes intentions, on ne répondrait pas à cette simplification transversale nécessaire de la réalisation des projets, notamment des grands projets. Et donc, ce qui est proposé ici, c'est certes une série de mesures, et pas encore une fois la baguette magique ou le Big Bang, mais qui s'applique globalement dans le droit commun. Avec une exception, pardon de complexifier moi-même, mais je fais le porte-parole du rapport de Michel Cadot, ce sont des opérations en réalité assez transversales parce qu'on en trouve dans beaucoup de secteurs, toutes les opérations d'entretien, de maintenance ou de régénération. Je pense notamment au réseau de transport et au réseau ferroviaire en particulier. On sait bien que régénérer un réseau, c'est la priorité aujourd'hui, réseau routier et ferroviaire d'ailleurs. Et deux, on ne peut pas traiter l'entretien, la maintenance d'un réseau comme un projet entièrement nouveau en termes d'exigences, de participation du public, administrative, environnementale, etc. Donc je crois que cette idée d'avoir des facilités particulières pour les opérations d'entretien et de maintenance, c'est bienvenu. Il y a toute une série de propositions, par exemple, pour que quand il y a des opérations dites répétitives, quand SNCF Réseau, par exemple, entretient régulièrement une ligne, on ne repasse pas par l'ensemble des autorisations nécessaires. Ça me paraît de bon sens et bienvenu pour cette priorité que doit être la maintenance et l'entretien de notre réseau, de nos réseaux. Voilà pour ces trois grandes orientations qui me paraissent originales, importantes dans le rapport. Pas de Big Bang ou le grand soir, pas de bouc émissaire, mais des interventions sur chaque maillon de la chaîne et une modification ou une simplification du droit commun. Et je le disais, si toutes ces propositions étaient mises en œuvre, elles ne seront sans doute pas toutes d'un coup, on est réaliste, mais elles permettraient des gains de temps extrêmement importants. Je dis un mot rapide, mais j'ai déjà été trop long, sur peut-être quelques axes de ces propositions concrètes elles-mêmes. Michel Cadot et son équipe les ont regroupées en 5 axes. Je n'ai fait que les mentionner, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Améliorer la planification, évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense que c'est très important. L'expérience montre que, notamment pour les grands projets nationaux, stratégiques, quand il y a eu des hésitations sur la priorité donnée au projet, sur la planification de son financement, en général, on perd du temps et en général, on crée de l'opposition et même du contentieux à la fin. Deuxième élément, toute une série de propositions, sur les propositions 7 à 17, pardon, dans 7 à 11, pardon, dans le rapport, pour être précis, des modifications de gouvernance. J'y viens pas en détail ici, mais notamment une qui est très importante, justement pour éviter ces espèces d'effets d'aller-retour, c'est qu'au moment de la DUP, il y ait un protocole indicatif de financement qui soit associé. J'insiste juste une seconde sur ce point, parce que vous le connaissez, vous le vivez. Aujourd'hui, on a fait, pour le dire un peu brutalement, de la DUP une forme de symbole, de gestes symboliques. Je vais même un cran plus loin, parfois de gestes un peu hypocrites. C'est-à-dire, on dit, compris parfois du côté de l'État, mesdames et messieurs, la DUP a été prise. Bon, donc, sous-entendu, le projet ira au bout, vous inquiétez pas. Alors que parfois, on n'a pas bouclé le financement. Bon. Donc, il faut arrêter de voir la DUP comme une espèce de cadeau symbolique pour donner le sentiment qu'un projet avance, alors que parfois des éléments essentiels, dont le financement, je ne parle pas d'un financement détaillé, mais les grands équilibres d'un financement et des cofinancements, notamment État-collectivité, ne sont pas arrêtés. Et combien de projets ont échoué ou été ralentis parce que, après la DUP, s'est écoulé un laps de temps extrêmement long, qui parfois d'ailleurs a posé des problèmes juridiques parce que l'équilibre, compris environnemental, du projet n'était pas cohérent avec le dossier de la DUP. 69 en est d'ailleurs un des exemples. Deuxième élément, donc deuxième axe, des éléments de gouvernance. Troisième série de recommandations, la simplification d'un certain nombre de procédures, notamment en matière environnementale ou dans les étapes du processus, notamment le rapprochement entre de temps et de procédure entre la DUP et l'autorisation environnementale. Le rapport ne va pas, puisqu'on n'a pas choisi cette logique de Big Bang, jusqu'à fusionner autorisation environnementale et DUP. Je le dis tout de suite, certains pays européens l'ont fait, donc ça n'est pas impossible. Et de mon sentiment personnel, je pense qu'il faudra le faire. Mais c'est une réécriture plus profonde de notre droit. C'est pas ce qui a été choisi ici, pour être précis et juste avec le rapport Cadot. Il y a un certain nombre d'évolutions qui sont proposées. Par exemple, établir ce qu'on appelle la fameuse raison impérative d'intérêt public majeur, la R2IPM pour les amateurs, qui est une
des justifications d'une dérogation à une directive européenne sur les espèces protégées, bref, d'avoir cette raison impérative établie au moment de la DUP, pour qu'on n'ait pas deux procédures distinctes. C'est d'ailleurs un des éléments qui, je crois, est porté par le ministre Tabarot dans le projet de loi cadre sur les transports. Deux autres axes importants: simplifier, décomplexifier, pour le dire ainsi, les opérations, les phases de participation du public, certainement pas les écraser. Il n'est pas proposé, par exemple, de supprimer la CLDP, ce n'est pas une proposition du rapport, mais qu'on simplifie un peu les cas de recours à la participation du public et qu'on donne plus de liberté aux porteurs de projets dans l'organisation de cette concertation ou consultation. Puis, dernier point qui est très important, je l'ai évoqué en creux, la question contentieuse, quand même, elle ne fait pas tout, mais elle est importante à clarifier, simplifier, voire accélérer, sans évidemment écraser le droit au recours. Là, il y a deux propositions très fortes, donc je les cite, qui sont faites par le rapport, qu'il propose sous forme d'expérimentation, pour voir si ça apporte une vraie simplification. Créer un régime contentieux commun aux grands projets stratégiques, avec une forme d'équilibre, un délai de jugement encadré, 10 mois, la suppression d'un échelon de juridiction pour ces grands projets. Ça serait jugé directement, par exemple, par une cour administrative d'appel. Il n'y aurait que la cassation après, pas de double degré de juridiction. Et, en quelque sorte, en contrepartie, si je puis dire, parce que si un projet est ensuite retoqué sur le plan contentieux, il faut l'anticiper, ça peut arriver qu'il y ait un délai, un effet suspensif pendant ce délai de jugement. C'est-à-dire, il n'y a pas de travaux, mais on juge vite, pour le dire simplement. Je pense que cet équilibre est intéressant. C'est en tout cas une des propositions que formule Michel Cadot. Et puis, deuxième changement, qui est plus technique probablement, mais important néanmoins en matière contentieuse, l'idée d'expérimenter un peu comme ça existe en matière de marché public avec le référé précontractuel. Ici, un référé qui a été surnommé prédécisionnel, c'est-à-dire que quand sont déposés un certain nombre de dossiers administratifs dans les procédures d'autorisation environnementale, etc., il puisse y avoir en quelque sorte un avis du juge qui permettent de dire s'il y a des vices de forme ou pas, et qu'ils soient levés en cours de procédure, pour qu'on n'ait pas un dossier déposé qui va donner lieu à la DUP ou à l'autorisation environnementale, et que 2, 3, 10 ans après, à l'occasion d'un contentieux, on se prévale d'une erreur de forme, en quelque sorte, ou d'un vice de forme, pour annuler un projet qui, sur le fond, ne poserait pas de problème. Donc l'idée, c'est d'avoir une phase amont, en quelque sorte, d'urgence, qui permettent de lever les vices de forme et d'améliorer un certain nombre de procédures. Bref, vous l'aurez compris, l'idée c'est d'agir sur tous les maillons de la chaîne de manière pragmatique sur ces sujets de la planification jusqu'au contentieux, pas seulement un d'entre eux, et d'avoir cette boîte à outils, pour reprendre cette expression à nouveau, qui permet, je crois, au pouvoir exécutif et aux législateurs, s'ils le souhaitent, d'apporter des améliorations tangibles. Un dernier point sur la note qui a été faite, et merci de votre attention à cette note, par un jeune maire, qui était à l'époque le plus jeune maire de France. Entre-temps, un scrutin a eu lieu, donc je crois qu'il y a de plus jeunes maires de France. Enfin, Hugo Biolay n'est toujours pas très vieux, il a été réélu à Vinzieux, si j'ai bien suivi. Il a été élu à 19 ans, je crois, à l'époque. Donc, si les calculs sont bons, il doit avoir 25 ans comme maire réélu, c'est pas mal. Donc, Vinzieux, c'est en effet une petite commune de l'Ardèche. C'est parce qu'il était le plus jeune maire de France que je vais demander... Il nous a proposé une sorte de retour d'expérience personnel, subjectif, sur ce qu'a été son expérience de jeune élu et de jeune maire. Il a fait des propositions que vous trouvez dans cette note, qui sont les siennes, mais notamment d'avoir de la planification pour des communes rurales. Alors, vous l'avez dit implicitement ou indirectement, Monsieur le Président, il combat beaucoup les appels à projets, en disant les appels à projets, c'est un état, je ne sais pas exactement l'expression qu'il utilise, je reformule dans mes mots, de défiance et de distance. C'est-à-dire, quand on n'a pas fait de choix, finalement, on dit dites-nous les projets, puis on va peut-être financer un petit bout. Il prône plutôt une logique de planification et d'accompagnement, d'ingénierie, de montage de dossiers de l'État, du préfet ou du sous-préfet, auprès des collectivités, dans des comités. Alors, il n'y a pas de réunionite ou de comitologie trop compliquée, mais il dit qu'il faut qu'il y ait des lieux où représentants de l'État, représentants des élus pour des petites communes, non pas dans le cadre d'un appel à projet, mais en anticipation, disent quelles sont leurs priorités, quels sont les financements mobilisables. Alors, il prend l'exemple, par ailleurs contesté, donc je trouve ça intéressant de son point de vue, de la politique de la ville. Il dit finalement, il y a toute une série de comités de concertation dans la politique de la ville qu'on n'applique pas à une politique de la ruralité. Et donc, c'est, je crois, le message central de sa note, sans trahir son propos. D'une manière plus générale, ça c'est un point de méthode, j'ai essayé, cette note qui s'appelle la collection du plan d'Hugo Biolay en est un exemple parmi une quinzaine,
j'ai souhaité que le plan publie ses propres travaux, comme le rapport Cadeau, parfois en faisant appel, comme ici, à des personnalités extérieures, mais qu'on soit aussi un lieu de publication de points de vue dans différents domaines. Il y a une note sur l'espace, une note sur la politique des océans, une note sur la ruralité et la planification dans le monde rural, de élus, chefs d'entreprise, syndicalistes, associatifs, qui portent un point de vue qui n'est pas forcément celui que nous portons comme institution, mais qui permet, je crois, d'enrichir et de nourrir le débat à partir de cette expérience très concrète. Voilà, ça c'est aussi un des ajouts, une des transformations que j'ai portées depuis que je suis arrivé à la tête du Haut Commissariat. On pourrait revenir sur plein de sujets, mais j'ai déjà été trop long, donc je vais me taire provisoirement. Merci, monsieur le commissaire, pour cette présentation à la fois très, très complète et précise et concrète. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on a quelques collègues qui sont inscrits pour vous poser ou des questions ou nous faire des observations. Rémi Pointreau, notre premier vice-président, en charge de la simplification. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Haut-Commissaire, pour votre présentation et votre vision de l'aménagement du territoire. Je dois dire qu'on s'y perd un peu dans la visibilité en termes d'aménagement du territoire, sachant qu'au départ, l'aménagement du territoire, il s'est développé à partir d'un livre de Jean-François Garnier qui s'appelait Paris et le désert français. C'était en 1947. Et il y avait là où on a développé la notion d'aménagement du territoire, et c'était la volonté de rééquilibrer Paris et les provinces. Aujourd'hui, ça serait plutôt les métropoles et la province. Et c'est le général de Gaulle ensuite qui a créé la DATAR, qui a évolué après en DIACT, en CGET, etc. Au départ, on a eu Olivier Guichard qui a été à la manœuvre pendant 5 ans ou 6 ans et qui a donné une vision de ce qu'on voulait en termes d'aménagement du territoire, et une vision pas de 5 ans, 10 ans, c'était 20, 30 ans de ce qu'on voulait dans notre pays en termes de mobilité, en termes d'énergie, de défense, de réindustrialisation. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, tout ça, il y a un mélange et un manque de visibilité. On n'a plus de perspective, à part se dire, oui, faut aller plus vite dans les projets, d'accord, mais on se projette pas dans l'avenir. Aujourd'hui, c'est un peu l'aménagement du territoire, c'est ceux qui sont en faveur de la croissance et puis ceux qui sont plutôt en faveur de la décroissance. Parce que quand on voit comment les projets sont traités et sont vilipendés, donc voilà, moi je voulais un peu savoir comment vous voyez les choses. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de se fixer des objectifs. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait vivre et qui donne un peu d'espérance. Moi, ce que je constate, c'est que dans les projets présidentiels, depuis déjà 2 ou 3 mandats, on n'a aucune perspective, aucune vision de l'avenir. C'est un peu le reproche qu'on peut faire. Et les 2 derniers présidents de la République ont eu une véritable vision. Je suis désolé, mais c'est le général de Gaulle et Georges Pompidou qui ont eu une véritable vision pour l'avenir. Donc, moi, j'aimerais qu'on puisse se projeter. Alors, vous allez dire, on est un peu conservateur, mais parfois, quand on est conservateur, c'est aussi de se projeter dans l'avenir. C'est d'être aussi vraiment fait pour préparer l'avenir de notre beau pays, la France. Voilà ce que je voulais dire. Mais merci Rémi. Je vous propose qu'on prenne plusieurs questions. Le ministre répondra. Laurent Burgois, sénateur du Var. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Haut-Commissaire, pour vos propos. J'aurais 2 questions rapides et une remarque amicale. Mes questions, vous avez eu raison, Monsieur le Ministre, d'insister sur que pour tout projet, qu'il soit national ou local, il faut bien sûr des études, il faut des démarches administratives, je pense à EDUP, il faut des recours. Je crois que c'est important dans notre société que le droit puisse s'exprimer, mais ne croyez-vous pas que pour tout projet, qu'il soit national comme local, les collectivités aimeraient que l'État soit facilitateur, c'est-à-dire qu'au début du projet, définisse un cadre et n'y revienne plus, parce que malheureusement, avec l'expérience peut-être que mes collègues pourront partager avec moi, prenons un exemple, par exemple, pour une commune, d'un PLU. Au départ, la DDTM fixe un cadre, et puis au fil du temps,
le cadre évolue et les études s'accumulent. Et au bout d'un certain temps, j'allais dire, malgré la dynamique de nos élus, certains abandonnent. Il ne faudrait pas, donc, dès le début, Monsieur le ministre, que l'État définisse le cadre dans lequel les collectivités travailleraient avec un plan de financement préétabli, l'État ne revenant pas non plus sur sa parole de financement, et ça permettrait justement de faire avancer plus rapidement les projets. Donc il n'y aurait même pas besoin de modifications législatives, ça serait plutôt, j'allais dire, à travers une circulaire pour mieux travailler les uns avec les autres. Ma deuxième question sera, ne pensez-vous pas qu'il faut accroître aussi le pouvoir dérogatoire des préfets? Nos préfets, ces hommes et ces femmes qui sont le plus proches de nos élus locaux, connaissent bien les territoires, connaissent bien les élus. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait accroître ce pouvoir dérogatoire? Et puis, ma remarque amicale, vous avez eu raison, Monsieur le ministre, de dire qu'il y a 6 ans, le plus jeune maire était un Ardéchois, mais depuis 2026, c'est un Gardois, en la personne de Théo Guigues, maire de Sauzet, qui a 24 ans. Mais merci, Laurent. Juste sur la question du pouvoir de dérogation du préfet, suite au travail qui a été fait par la délégation, notamment par Rémi et Guylaine, il y a une proposition de loi qui peut être sans doute enrichie au cours du débat parlementaire. En tout cas, il y a une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat, si je ne me trompe pas, à l'unanimité, pour permettre justement au préfet de pouvoir adapter les réglementations et les normes à la réalité, à la dimension et à la réalité des projets, des territoires et de leurs spécificités. Donc, il faut qu'on fasse avancer cette idée et sans doute qu'on l'enrichisse. Nadia Sologou, sénatrice de la Nièvre. Merci beaucoup. Alors, une question vraiment simple. Vous nous avez évoqué dans vos recommandations avoir identifié 3 catégories de points de blocage, de nature législative, réglementaire ou administrative. Je voulais savoir si le cadre européen aussi présentait pour certains aspects des blocages ou des contraintes. Et alors peut-être que c'est normal que vous l'évoquiez pas dans ce rapport. Et est-ce que vous avez pu ressentir en rédigeant ces travaux, ces conclusions, aussi cette fameuse surtransposition que nous, parfois, on ressent, parce que c'est soit de la faute de l'Europe, soit on surtranspose, et où est-ce que vous mettez le curseur? Voilà, merci. Alors, j'hésite un peu, j'ai 2 autres interventions, donc je vous propose de les prendre, comme ça vous ferez une réponse. Franck Montaugé. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Haut-Commissaire. Voilà, une réflexion personnelle au regard de travaux que la délégation mène en ce moment. Je pense qu'à partir de l'existant, même si on ne peut pas effectivement en faire abstraction, et en se focalisant sur la complexité et la simplification, comme vous le faites, on risque de ne pas répondre aux vrais enjeux, qui sont des enjeux de développement durable en l'occurrence, et pour l'ensemble des territoires, et des territoires ruraux en particulier. À partir de ces enjeux qui doivent être différenciés par territoire, tous les territoires ne sont pas identiques, on le sait, pourquoi ne pas concevoir, et c'est une question méthodologique que je vous pose, des processus d'aménagement du territoire spécifiques, et les concevoir évidemment en concertation avec toutes les collectivités potentiellement concernées. Voilà, encore une fois, si on part de l'existant et qu'on se contente de simplifier ça et là, je pense qu'on n'aboutira pas à une politique nationale d'aménagement du territoire, différenciée en fonction des territoires, mais efficace. Voilà, donc je crois qu'il y a une question méthodologique qui se pose, et si on aborde la complexité comme il semble qu'on s'apprête à le faire, moi je crains qu'on se perde et qu'en fait il n'y ait aucune ou très peu d'efficacité pour les territoires concernés. Merci Franck. Je vous propose de répondre à cette série de questions et j'en aurai ensuite 3 autres à travers de nouveaux inscrits. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'aperçois, pour commencer, que je n'ai pas répondu à votre propre question en détail sur les projets locaux et l'impact du rapport sur les projets locaux, si je puis dire. J'ai beaucoup moi-même parlé dans la présentation parce qu'en effet, c'était l'axe de départ sur les grands projets.
Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un grand projet? On n'est pas rentré, Michel Callot n'est pas rentré dans une définition exacte parce qu'il y a plusieurs critères. Ce qu'on suggère, ce que le rapport suggère, c'est que par grands projets, par leur taille, par leur impact, on ne multiplie pas les références dans les textes, et donc que ce soit ceux qui soient soumis au seuil de la CNDP, qui soient en même temps concernés par un certain nombre de simplifications qui sont ici proposées. Parce que si, en simplifiant, on crée des catégories de grands projets, de projets stratégiques qui sont différents pour la concertation du public, pour le nouveau régime contentieux qui est proposé, on ne va pas avoir atteint l'objectif. Donc, il faudra effectivement définir ce qu'est un grand projet stratégique. Pour faire le lien avec la question de monsieur le sénateur Pointreau, un grand projet est un projet dont l'État décide qu'il est grand, si je peux dire d'une certaine façon. C'était ça la vision de Gaulle-Guichard, d'une certaine façon. C'était, on choisit politiquement, au bon sens du terme, ce qui est la priorité d'aménagement du territoire. Et effectivement, beaucoup de concepts qui ont structuré l'aménagement du territoire à partir des premières années d'Adatar et des années Guichard, ville nouvelle, métropole d'équilibre, même en partie la grande vitesse pour l'aménagement des transports, ça date de cette époque. Et ça a, à l'évidence, structuré le pays, avec des avantages et des inconvénients, mais enfin globalement les avantages. Et au moins, il y avait une vision à laquelle on se rattachait pendant plusieurs décennies. Bon. Si je résume un peu, pour rebondir, et donc pour dire que beaucoup des propositions qui sont là sont effectivement ciblées sur les grands projets, mais elles pourraient tout à fait être transposables, et d'ailleurs juridiquement certaines s'appliqueraient à des projets d'intérêt local qui sont moins importants par leur taille. Il n'y a pas que des très grands projets qui donnent lieu à une DUP. Et donc, par exemple, l'idée de rapprocher le DUP autorisation environnementale en délai et en procédure, ça intéresse aussi des projets locaux. Quand on simplifie la régénération des réseaux avec des procédures simplifiées, ce qui est proposé ici, ça intéresse évidemment des projets qui peuvent être d'envergure financière ou par leur longueur, etc., nationale, mais aussi tout à fait locale. Donc, il y a déjà dans le rapport un certain nombre de ces 39 propositions, je vous dirais indicativement la moitié, qui sont tout à fait applicables et qui s'appliqueraient de fait aux projets locaux et les simplifieraient aussi. Je reviens à la vision d'ensemble. Je partage totalement. C'est-à-dire qu'on manque aujourd'hui de quelques grands concepts d'aménagement du territoire auxquels on se raccroche. Si je simplifie avec une vision historique, pardon, très caricaturale, mais pas fausse, on a eu le plan Freycinet et on a eu les années Dattard. Sur 150 ans en fait. Le plan Freycinet, comme qu'on peut faire du court terme et du long terme en même temps, c'est un ministre célèbre des Travaux publics qui a laissé son nom dans le débat, qui pourtant est resté peu de temps en fonction, mais qui en 1878-1879, et c'est un consensus politique de l'époque, propose ce plan d'aménagement du territoire. Elle se dessine, parce que c'était littéralement une carte, ça a structuré tout notre réseau ferroviaire, une partie de notre réseau de canaux et notre réseau routier, jusqu'en 1914 et même jusqu'à 1945. Bon, mémoire, c'est 18 000 km de voies ferrées qui sont ainsi construites. Ça va dans le sens, je crois qu'on évoquait tous deux, monsieur Pointreau, c'est que il y avait pas seulement une carte, c'est déjà pas mal, ça manque un peu, mais il y avait un projet politique au sens le plus noble du terme derrière, qui à l'époque était celui de la Troisième République et qui était relié toutes les sous-préfectures à une ligne de chemin de fer pour créer l'union nationale, de même que l'école, la gare, le bureau de poste était, je vais pas être dans la nostalgie, mais enfin, il y avait une vision qui correspondait à cette construction politique. La vision d'après-guerre, pour simplifier à très grands traits, c'était effectivement inspiré par le choc qui a été le livre de Jean-François Gravier, 47, juste après-guerre, sur Paris et le désert français. Si je vous donne mon avis très personnel, ça dépasse le rapport. On a réussi finalement à répondre à Gravier, et par les années Guichard, ou la vision Guichard notamment, et de quelques autres, parce qu'on a rééquilibré entre Paris et les grandes métropoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans Paris et le désert français. Vous avez une vingtaine de grandes métropoles françaises qui sont de rayonnement dans tout domaine culturel, scientifique, économique, national, européen et même parfois international. Tant mieux. La décentralisation a aidé, le TGV a aidé, si je simplifie à très grands traits là aussi. En revanche, on a raté le rééquilibrage urbain-rural, centre-périphérie. Bon, on sait que c'est ça la fracture de moment. Donc peut-être que si on faisait un nouveau plan Freycinet, il viserait à créer du lien, y compris de transport et de mobilité, j'y tiens évidemment, entre nos grands centres, pas seulement en région parisienne. C'est vrai pour Nantes, c'est vrai pour Montpellier, c'est vrai pour Lyon, c'est vrai pour Marseille, c'est vrai pour Grenoble, Strasbourg, avec ce qui a été l'oublié en quelque sorte, c'est-à-dire les zones qui sont entre 50 et 80 km des centres-villes. C'est le fameux périurbain, la fameuse France des Gilets jaunes, tout ce qu'on veut, c'est la même crise.
Et je crois que c'est là aujourd'hui le concept d'aménagement du territoire qu'on doit rechercher. Alors je vais vous mettre l'eau à la bouche, si je puis dire, et j'espère en tout cas. Nous avons, au-delà du rapport Cadeau, alors peut-être qu'on a commencé dans le mauvais sens, mais tout ça se complète, un rapport Lalande qui est lancé, préfet Lalande, qui fut préfet des Hauts-de-France en particulier, grand aménageur du territoire, il connaît parfaitement ces sujets, qui réunit de nouveau un groupe de travail, lance des auditions, est à disposition d'ailleurs, et me proposera une forme, je le dis de manière un peu grandiloquente, mais j'y crois beaucoup, de plan Fraissinet du XXIe siècle, à l'horizon 2050 et même 2100, quels sont les grands aménagements, les grands concepts d'aménagement qu'on propose. Après, c'est pas nous qui déciderons, on les mettra dans le débat, mais je crois que c'est très utile. Est-ce que c'est par exemple ce rééquilibrage en matière de transport, ce que portent un peu les services express et régionaux métropolitains, c'est en tout cas leur ambition. Est-ce que c'est de mettre plutôt l'accent sur les lignes intercités ou les lignes de desserte fine du territoire pour le ferroviaire plutôt que sur de nouvelles lignes de grande vitesse, ce que je crois, etc. Donc en tout cas qu'on ait une vision d'ensemble. Parce que quand vous avez la vision d'ensemble, le reste, c'est de l'ingénierie, ou c'est de l'intendance, pour citer les grands auteurs qui suit, parce qu'ensuite, vous pouvez venir devant le Parlement ou des administrations et dire on veut telle ou telle simplification pour atteindre le projet. Mais si vous n'avez pas le projet ou la vision au départ ou la cartographie au départ, c'est très difficile de faire des mesures de simplification ou de financement à froid. Donc je crois que tout par-delà, on manque d'un concept d'aménagement du territoire. Je ne l'ai pas aujourd'hui. J'ai quelques convictions, notamment que le nouveau désert français, c'est entre métropole et zone rurale ou périurbaine, et que c'est ça aujourd'hui. Si Gravier écrivait le bouquin, alors je sais qu'il est contesté par ailleurs pour d'autres raisons, mais si on réécrivait le bouquin de 47 en 2027, 80 ans après, ce serait sans doute les métropoles et le désert français. Voilà, et donc c'est ça qu'il faut essayer de combler aujourd'hui. Monsieur, pardon, ouais. je peux vous... Je vous en prie, monsieur. Par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, est-ce qu'il n'y a pas un préalable à la question du plan, d'un plan d'aménagement de la territoire qui consisterait à se poser la question, que veut-on qu'il se passe sur les territoires au regard des grands enjeux de souveraineté nationale, entre autres la question de la création de valeur au sens large, économique en particulier, et durable. Est-ce que c'est pas ça le point d'entrée de la réflexion pour ensuite effectivement aborder, parce que c'est indispensable, la question de l'aménagement, des transports, etc. Voilà, parce que je termine rapidement. La question des transports, des déplacements, très bien, mais ça vide aussi les campagnes. Voilà, ou en tout cas certaines campagnes, je ne vais pas généraliser. On le constate, moi je le constate chez moi, notamment par rapport aux faits métropolitains, etc. Voilà, donc je pense que la question de base, c'est la question de la vie dans toutes ses composantes sur les territoires ruraux. On répond à cette question, on se fixe des objectifs, et il me semble qu'après, on est dans le comment important. Mais le quoi et le pourquoi, c'est le début quand même de la démarche, il me semble. Et ça, je ne le vois pas. Alors, j'ai encore 3 autres interventions après. Excusez-moi, je réponds à l'incise. Je ne prétends pas avoir, ce serait très immodeste, la réponse à tout ça, et c'est des choix extrêmement politiques. Mais vous avez raison, dans un schéma d'aménagement du territoire, la question première qui est posée, c'est quel objectif vise-t-on ? Fraissinet, il avait un objectif qui était à la fois très ambitieux et très simple. Il fallait que toutes les sous-préfectures soient reliées par une ligne de chemin de fer pour créer du déplacement, de la mobilité au service d'une forme d'unité nationale. Les années 60-70, c'était effectivement faciliter des déplacements pour de la croissance économique. Alors il y a eu un inconvénient, c'est l'étalement urbain. Et c'est justement la périphérisation d'un certain nombre de grandes villes, de grandes aires métropolitaines, avec des conséquences écologiques et même de mode de vie, qui ont parfois été dégradés, ou, alors ça c'est l'éternel équilibre, quand on facilite les transports, effectivement, on facilite plutôt la vie du centre, et on dépeuple un peu la périphérie au sens large. Bon, mais là, le schéma d'aménagement du territoire qu'il faudrait construire, il a à l'évidence, à mon sens, quelques objectifs. La décarbonation, parce qu'on n'y coupera pas, pour le dire ainsi. Moi, je crois que néanmoins la croissance, parce que je ne crois pas à la décroissance, et donc si on veut de l'activité économique, ça ne veut pas dire qu'il faut tout artificialiser, bien au contraire, mais il faut quand même qu'on ait des modes de circulation et de transport et d'aménagement. Et puis effectivement, quelle est la connexion qu'on cherche en priorité ? Il me semble qu'aujourd'hui, la connexion qu'on cherche en priorité, c'est celle entre les zones qui sont à 50 km des grands centres-villes et les centres-villes eux-mêmes. C'est l'objectif du Grand Paris, c'est l'objectif des services express régionaux métropolitains. Et il faut, j'anticipe sur la question suivante, de la différenciation. L'aménagement du territoire, c'est pas Paris qui décide de chaque projet départemental, mais c'est un cadre, en effet.
Et j'en viens à cette question de M. Bourgois sur l'État qui facilite et l'État qui fixe un cadre. Je crois qu'en effet, le rôle de l'État, c'est pas seulement de lancer des appels à projets pour faire remonter les idées, c'est pas seulement de mettre, avec des moyens limités, un peu de cofinancement dans un contrat de plan ou dans un projet en particulier, c'est de définir quand même quels sont les grands objectifs. Encore une fois, je suis pas du tout un jacobin, je crois beaucoup à la décentralisation, mais on a considéré que la décentralisation exonérait l'État d'une vision d'ensemble, en quelque sorte, qui est, sous votre contrôle, très réclamée en réalité par beaucoup de collectivités. Et ça va ensuite, quand on décline concrètement, avec l'ingénierie et les services de l'État qui sont au service du montage d'un projet, de l'accompagnement d'un projet. Alors, il y a un point qui est très important, vous le disiez, enfin 2 points que vous souleviez, je crois, la question des financements. Parce qu'il n'y a rien de pire que le faux soutien. C'est-à-dire, allez-y, avancez sur un projet. En général, on brandit la DUP comme une victoire qui permet de dire, vous voyez, l'État est à vos côtés, on a franchi l'étape de la DUP. Bon. Si vous n'avez pas de financement, et si vous ne tenez pas vos engagements financiers, c'est un faux engagement. Et c'est vrai, je le dis, que parfois, on n'a pas voulu, parce qu'avec ça, va aussi, il faut aller au bout de la vérité, si je peux dire, politique. Ça veut dire qu'on ne fera pas tous les projets. Bon, ça veut dire qu'on a une capacité de dire oui et non. Et je l'ai défendu comme ministre des Transports, je n'ai pas pu aller complètement au bout. Il y a des projets autoroutiers ou même ferroviaires qui sont moins prioritaires ou qu'on ne fera pas pour financer d'autres projets qui, eux, sont prioritaires et qu'on doit faire. Si on dit oui à tout, personne ne vous croit en réalité, parce qu'on sait très bien qu'on ne financera pas tout. Bon. Je prends un exemple, pardon d'être un peu direct sur ce sujet, fameuse ligne ferroviaire Paris-Clermont, on pourrait prendre le même exemple pour Paris-Limoges. Un des problèmes de sous-investissement dans cette ligne, qu'on est en train de rattraper, mais c'est long et difficile, c'est qu'on a fait croire qu'en quelques années, allait arriver une ligne à grande vitesse. Donc on a dit, comme vous aurez la ligne à grande vitesse, c'est pas la peine d'investir sur l'Intercité, qui sera bientôt ringarde. Et en réalité, il n'y a pas le TGV, l'Intercité s'est dégradé. Donc moi, je préfère qu'on investisse sur l'Intercité. Le critère de vitesse, d'ailleurs, sera, à mon avis, moins important, un peu moins important dans l'aménagement du territoire. Les gens, ils veulent plutôt de la desserte, de la fiabilité de la desserte, de la qualité du transport dans votre train, qu'il y ait, si vous faites Paris-Clermont-Ferrand, qu'il soit à l'heure, qu'il ne soit pas interrompu par les travaux, qu'il y ait du Wi-Fi à bord, etc. etc. Le critère de gagner 5 ou 10 minutes sera, à mon sens, je vous donne mon avis personnel, un peu moins important dans les années qui viennent, parce que le mode de transport sera aussi un lieu de travail, etc. Bref, en tout cas, qu'on ne dise pas le contraire de ce qu'on fait. Et je pense que, par exemple, réinvestir dans nos lignes intercités en particulier, c'est une priorité d'aménagement du territoire et d'équité territoriale aussi très forte. Sur le pouvoir de dérogation, alors je suis à 200% d'accord avec vous. C'est d'ailleurs, ça c'est pas mon point de vue, mais évoqué par Hugo Biolay dans sa note aussi, c'est qu'il y ait, alors il faut un cadre législatif, il est en partie en débat ici même, pour que les préfets puissent, sur certaines règles, au nom d'un intérêt local important pour un projet d'aménagement, d'équipement, apporter des dérogations. Évidemment, pas sur tout. Le préfet n'aura pas un pouvoir de non-application de la loi par nature, mais qu'on étende ce pouvoir de dérogation. En tout cas, le principe d'un pouvoir de dérogation me semble très important. Madame la sénatrice, sur le cadre européen, alors, l'Européen convaincu que je suis doit reconnaître qu'il y a des complexités qui viennent de l'Europe, évidemment. Effectivement, c'est un choix, j'aurais dû le préciser explicitement. On ne s'est pas attaqué, si je puis dire, à des règles européennes qui pourraient être trop complexes et qu'on pourrait avoir envie de simplifier. Pour la raison que j'indiquais aussi au début, pour être pragmatique. L'idée, c'est que le rapport cadeau puisse être appliqué, si on le souhaite, dans les mois qui viennent. On sait bien que s'il faut renégocier une directive ou un règlement, ça prend plus de quelques mois et qu'il faut par définition un consensus ou une majorité des États membres. Ce qu'on a néanmoins au passage identifié, et vous trouverez en annexe du rapport, je vous invite à le feuilleter parce que c'est vraiment intéressant, on a fait un travail de comparaison sur plusieurs grands pays européens, Allemagne, Italie, Espagne. Il y a des pays qui vont plus vite que nous avec le même cadre européen. Et ce n'est pas forcément de la surtransposition, c'est souvent, en l'occurrence, dans d'autres domaines comme l'agriculture, c'est probablement de la surtransposition, c'est surtout qu'on a un cadre national qui a son histoire. La DUP, par exemple, est une spécificité française qui est l'architecture de base de tout grand projet. Et on a ajouté les exigences nouvelles type autorisation environnementale au droit historique. Et donc, à un moment donné, c'est pas ce que fait ce rapport, mais je le crois, il faudra réécrire l'ensemble. Mais c'est un travail assez lourd, sur lequel il ne faut pas se tromper, et qui peut se faire dans le cadre européen constant. L'Europe ne nous impose pas, par exemple, d'avoir une procédure DUP, puis s'enchaîne une procédure d'autorisation environnementale extrêmement compliquée. D'autres pays ne le font pas. Dernier point, pardon, sur la méthode qu'évoquait Monsieur le sénateur Montaugé. Oui, je crois sur le principe qu'il faut effectivement, des règles spécifiques. Alors,
c'est toujours le même équilibre qui n'est pas facile à trouver. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des règles environnementales bien respectées dans le nord de la France, mal dans le sud ou inversement. On veut quand même un certain nombre d'exigences nationales, je le dis devant le législateur. Mais à travers le pouvoir de dérogation, sans doute, on peut apporter un peu de spécificité et de simplicité. C'est une réflexion qu'on n'a pas suivie ici, mais qui pourrait faire l'objet de travaux de notre part dans les mois qui viennent. On peut aussi imaginer que, c'est un peu le cas pour la concertation du public, il y ait des seuils financiers qui permettent plus de simplification quand vous êtes comme en marché public, quand vous êtes en dessous d'un certain seuil de taille de projet, de financement de projet, on est un régime plus simple qu'aujourd'hui. C'est une piste qu'on n'a pas explorée ici, mais ça pourrait être un des éléments d'adaptation aux spécificités et d'accélération sur le territoire. Merci beaucoup. Alors, 3 autres interventions, et puis Rémi Printrou a demandé quelques secondes de plus, donc il terminera. Oui. Alors, nous accueillons Dominique Faure, parce que c'est nous qui, c'est pas elle qui est en avance, c'est nous qui avons un peu de retard, donc on lui permet d'assister à la fin de nos échanges. Oui. Merci. Alors, Gérard Lahellec. Oui. Alors, d'abord, ceux qui n'ont pas parlé, Rémi, et puis Oui, tu conclus. Oui, non, mais c'était pour une question. Merci, Monsieur le Président. Merci, le Haut-Commissaire. Quelques réflexions, quelques témoignages, si vous me permettez. Votre exposé m'a fait me poser une question. C'est quoi faire de la politique? Faire de la politique, à mon sens, c'est définir le souhaitable et de se rapprocher le plus possible de la réalisation du souhaitable. Je vois ça comme ça. Et ce qu'il y a de positif dans votre exposé, c'est que il n'est pas interdit d'avoir des projets. Non, parce que par les temps qui courent, la tentation pourrait être grande de dire est-ce vraiment utile? Je ne développe pas, je vais vite. Et de ce point de vue, au risque de paraître ringard, moi je défends beaucoup la notion de contrat de plan. Parce que le contrat de plan, d'abord, ça oblige à de l'adversité, mais ça oblige aussi au consensus. Et le consensus est la référence à partir de laquelle on se bat pour la concrétisation. Et ça peut être dérogatoire, ce qui est aussi intéressant du point de vue des cofinancements. Donc, je le dis parce que j'ai eu l'occasion d'en échanger à bâton rompu avec un autre ministre des Transports qui avait tendance à me dire « Oh, ton approche est un peu ringarde. » Donc, pardon, je persiste et je signe. Au risque d'être ringard, j'affirme un peu ça. Je le fais à l'image de 2 projets que j'ai eu à conduire dans une autre vie. Un projet de TGV à 3,3 milliards, doublé ou accompagné d'un autre projet, un projet de transfert aéroportuaire de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes, qui est un autre sujet. Encore que les deux étaient envisagés concomitamment. Pour être clair, pour rapprocher Angers de Nantes et de Rennes, on a fait faire 22 km de plus à la LGV. Il n'y a pas à regretter de l'avoir fait, mais tout ça allait un peu ensemble. Donc, on a eu à le faire et ce sont des projets très complexes. On aurait tort de considérer que c'est simple. Et ces projets très complexes, il faut les aborder au plan technique, un peu quand même. Il y a quelques contingences dont il faut tenir compte. Et puis, il y a les contingences de cofinancement. Ça m'amène au 3e point de votre exposé. Il va sans dire que quand le cofinancement est consolidé, ça aide quand même un peu à la concrétisation. Anecdote, lorsque, en toute modestie, avec mon président de région à l'époque, nous nous sommes tournés vers l'État en disant « nous apportons sur 3,3 milliards, nous apportons 1 milliard de cofinancement de la part des collectivités », ça a été un argument déterminant pour que l'État, de son côté, dégage également les moyens financiers attendus pour cofinancer ce projet. Dernière chose, moi je n'ai pas de dogme. Faut-il faire de l'entretien quotidien Bon, évidemment. Je pense qu'il y a une chose qui s'impose à nous tous, c'est que quand on est près de tout,
on privilégie le besoin de desserte. Et quand on est loin de tout, on a besoin de la vitesse pour se rapprocher des autres. Donc dans un même territoire, on peut être confronté à cette contradiction-là, l'important étant de pouvoir le prendre en compte. Et j'arrête juste là-dessus. Quand je parlais tout à l'heure du caractère dérogatoire des contrats de plan, ma modeste expérience me fait dire ici que, alors par exemple que les routes ne constituent pas, comment dirais-je, une compétence régionale, je viens d'une région où nous cofinançons à égalité avec l'État la réalisation, la mise à 2 fois 2 voies d'une route nationale. Voilà, je vais très vite, ce qui veut dire que oui, l'engagement est un élément déterminant pour construire le consensus et faire avancer les projets. Merci. Merci Gérard. Sur la question juste des contrats de plan, ou d'ailleurs des contrats territoriaux, encore faut-il que les élus, pour que les élus aient de la visibilité, encore faut-il que les engagements de l'État soient tenus dans la durée. Et on vient de le voir ces 2 dernières années, où les contrats de plan et les contrats de massif, d'ailleurs, les contrats interrégionaux, il y a eu des coupes sombres qui ont remis en cause des engagements pris par l'État quelques années, ou même assez récemment, d'ailleurs auparavant, en signant les contrats. Donc, voilà, on a parlé tout à l'heure de la question de la confiance, la visibilité, la stabilité, l'assurance, les garanties qui sont données lorsqu'on signe un contrat, que les financements tiendront jusqu'au bout, ça me paraît être vraiment la base des politiques contractuelles. Alors, je vais vous demander quand même d'essayer d'être synthétique dans vos interventions et dans vos questions, parce que d'autres collègues se sont inscrits. Patrice Joly, puis Daniel Guéret. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Haut-Commissaire. Lorsqu'on aborde des questions de simplification, de complexité, je suis toujours un peu en difficulté sur l'approche. Parce qu'on a affaire aujourd'hui à ces sujets complexes, au sens où le curseur entre différents enjeux aujourd'hui n'est pas le même que ceux qui pouvaient apparaître évidents il y a 20 ou 30 ans encore. Là où on met le curseur entre les enjeux de développement, d'économie et de biodiversité, de paysage, d'environnement d'une manière générale, n'est plus mis exactement au bon endroit. Et la vraie question, c'est, selon les endroits où l'on se trouve également, selon les enjeux, le compromis bouge nécessairement. C'est-à-dire, donc, ça veut dire par là que la complexité, c'est d'abord les sujets qui sont devant nous et donc les projets qui génèrent de la complexité, et que la question de la simplification porte uniquement sur la question des procédures. Alors, je vais aborder ça parce qu'aujourd'hui, on a tendance, sur le plan politique, on a toujours des gens qui, à des sujets complexes, apportent des réponses simplistes, et non pas simples, mais simplistes, alors faciles à comprendre, mais qui sont très loin de correspondre à la réalité de ce qu'il y a à traiter. Je reviens sur ce qui a pu être dit, mais en 2 ou 3 mots. La question qui se pose, c'est la question des visions, la question des stratégies et la question des projets. Et donc, de la manière dont on, à travers des débats, de la concertation, à quelque niveau que ce soit, on puisse travailler sur des stratégies, sur des visions, sur des stratégies, et donc sur les projets, et de manière à... Alors, le consensus est souhaitable, mais en tout cas, faire en sorte que l'on puisse obtenir une très large majorité partageant des projets. Je voudrais peut-être simplement également évoquer les questions, on a parlé des projets, mais même au-delà de ça, dans la manière de constituer les dossiers de demande de subvention, les questions de la standardisation des cadres sur lesquels on a répondu. Alors, les cadres à des appels à projets, mais des cadres également formalisés, normés sur les plateformes numériques, ce qui veut dire par là qu'on n'est plus jamais en capacité de présenter un projet avec sa structuration, avec ses mots propres, et qu'on va vers des standardisations. Imaginons ce que ça va être dans quelques années en utilisant encore un peu plus l'intelligence artificielle. Et c'est dramatique. La question, c'est comment on confond des visions, comment on les exprime avec son vocabulaire, avec sa pensée telle qu'elle est construite. Et je voudrais dire que la question, pour aller jusqu'au bout, la question des vocabulaires m'apparaît fondamentale. Aujourd'hui, aucun géographe ne pense qu'en France, il y a 22 ou 23 métropoles. Les géographes, il y a consensus dans le monde. Il y a 4 grandes métropoles dans le monde. Il y en a peut-être une trentaine par ailleurs au regard de ce qu'elles pèsent sur le plan politique, économique, sur le plan de l'influence culturelle également. En France, il y
n'y en a qu'une à l'échelle mondiale, c'est Paris. Il y en a 2 ou 3 à l'échelle européenne. Et puis pour le reste, on a de très belles capitales régionales. Mais arrêtons aussi de cultiver ce qui ce qui relève d'une conception de la société, de l'homme fort, de la massification, etc., dans lesquelles on se noie. Merci, Patrice, pour ce plaidoyer. Daniel. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, tout d'abord, merci pour votre exposé. Et si tant est qu'il faille le répéter ici, si certains pouvaient se poser la question de l'utilité de l'existence de votre institution, vous avez, par votre exposé ce matin, une fois de plus, mais vous l'aviez aussi, vous aviez aussi cette particularité quand vous étiez ministre, d'avoir fait un exposé empreint de lucidité, positif, avec des propositions, avec des réflexions, des pistes de réflexion, et je veux vous en féliciter. Vous le faites à un moment important, après un renouvellement des municipales, et à une encablure d'une élection présidentielle. C'est pour moi un moment important. Pourquoi? Parce que vous avez toute une génération d'élus aujourd'hui qui arrivent au pouvoir local, qui ignorent complètement le passé de ce que fut la politique réussie d'aménagement du territoire de la France. Et puis, vous avez un certain nombre de femmes et d'hommes qui vont être candidats aux élections présidentielles et qui n'ont même pas, à ce stade, un tant soit peu, réfléchi à mettre au centre de leur programme éventuel, si tant est qu'ils en aient un, la notion d'aménagement du territoire. Alors, 2 choses. Je pense qu'à la place qui est la vôtre, avec l'objectivité qui vous est reconnue et avec le sens de l'analyse qui est le vôtre, je ne puis que vous encourager à sillonner les territoires partout où c'est possible pour vous de le faire dans le cadre de votre responsabilité, pour que ce que vous nous dites aujourd'hui ici, beaucoup d'élus puissent vous entendre. Ça, c'est important, c'est-à-dire la pédagogie. Ensuite, je ne puis que, je ne sais comment à ce stade, mais je ne puis que vous encourager à faire en sorte que, un peu finalement, à l'image de ce qu'avait fait Nicolas Hulot à une certaine époque. Rappelez-vous, tous ces candidats à la présidentielle qui défilaient sur une scène où ils s'engageaient, où ils signaient une charte d'adhésion à l'environnement. Et finalement, ça a été utile. Et ce serait bien que, sur l'aménagement du territoire, les futurs candidats à la présidentielle fassent la même chose. Pourquoi je dis ça? Parce que nous n'aurons pas de politique d'aménagement du territoire si nous n'avons pas effectivement une volonté politique majeure, qui ne peut être définie qu'à l'occasion d'une élection présidentielle. Parce que si nous avons une politique autrefois qui a été effectivement bonne, ça a été rappelé, c'est parce qu'il y avait aussi des gens pour l'incarner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des ministres qui ont essayé de l'incarner. Moi, j'ai souvenir, et Pierre-Alain et Rémi, qui étaient avec moi à la région à l'époque, en région centre, ont souvenir d'avoir reçu Charles Pasqua, ministre de l'aménagement du territoire, qui est venu nous faire un certain nombre de discours avec des engagements forts, mais ça n'a pas empêché non plus que les années qui ont suivi ont vu, et tu as raison Bernard de le souligner, que le respect de la parole de l'État s'est amenuisé et que de ce fait, la notion même des contrats de plan a un peu disparu. Donc il faut redonner confiance. Il faut redonner confiance à une génération d'élus, décideurs qui n'ont pas connu cette époque-là pour leur dire c'est possible. Pourquoi il faut redonner confiance? Parce que moi je vois bien dans un département comme le mien, je vais vous prendre un exemple. Le projet d'autoroute A154. Ça fait exactement 45 ans que je suis engagé en politique, ça fait 40 ans qu'on en parle, et sur lequel tout le monde se fracture. Alors maintenant, on est engagé dans un processus de réalisation, et tout le monde continue de se fracturer. La difficulté que nous avons aujourd'hui sur tous les grands projets, c'est qu'il ne faut pas effectivement que les choses deviennent des éléments de fracture dans une société déjà très fracturée. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse à des pistes d'amélioration. Et il ne faut pas opposer les citoyens qui sont pour, contre un projet à la notion d'intérêt général. Et donc moi, je ne puis que vous encourager à poursuivre vos efforts. Nous allons vous relayer comme nous allons pouvoir le faire sur le terrain. Mais je pense finalement que sur des sujets essentiels, il faut engager une réflexion. Je prends par exemple, pour finir, l'exemple que vous avez employé sur la DUP et sur l'autorisation environnementale. Moi, j'ai eu à conduire un projet à Chartres sur 20 ans que le maire de Chartres m'a délégué sur le projet pour le Gard. Il est bien évident que sur 20 ans,
Je suis en mesure de dire aujourd'hui que les complications qu'on a au quotidien avec les lois qui interviennent au cours de la conduite d'un projet font que tout ça, naturellement, n'est pas de nature je dirais, à aller vite et à aboutir vite. Alors, ceci étant, c'est possible. Il faut, et c'est ce que je voudrais retenir en conclusion de votre message, monsieur le commissaire, c'est que je veux saluer votre message positif en faisant le constat de ce qui a été bien, de ce qui pourrait être aussi bien demain, et surtout, faites là où vous êtes la pédagogie dont vous avez le secret, parce que plus vous aurez d'élus qui adhéreront à votre analyse, plus vous aurez une opinion qui adhérera au projet des élus. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Anne-Sophie Patru, d'Ille-et-Vilaine. Oui, bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Très rapidement, vous avez évoqué différentes mesures, notamment l'allègement du Code de l'environnement, le fait de nous expliquer que le droit européen n'était pas forcément un frein pour l'aboutissement de nos grands projets. Est-ce que vous ne pensez pas que la Constitution et le principe de précaution puissent venir aussi impacter toute la réalisation et la faisabilité de ces grands projets? Merci. Merci Anne-Sophie. Et Rémi avait demandé 7 secondes de plus. Oui, on lui accorde, c'est notre premier vice-président. C'était pour dire à monsieur le haut-commissaire que je ne peux pas lui laisser dire que le projet de ligne LGV Paris-Clermont-Lyon a empêché de régénérer les lignes existantes comme le POLT et puis Paris-Nevers-Clermont. C'est pas possible de dire ça parce que ça date de bien plus de décennies qu'on ne régénère pas ces lignes, sachant que là c'est un vrai projet d'aménagement du territoire. Orléans est la seule capitale régionale à pas être desservie par une LGV, comme Clermont aussi. Maintenant, elle a perdu le statut de capitale régionale. Comment? Oui, aussi, oui. Enfin, bon, c'est plus près de Paris que Clermont. Hein. Le problème, c'est qu'on a complètement oublié que finalement, il y avait une mauvaise gestion quand même de la SNCF. Vous y êtes pour rien. Hein. Vous êtes arrivé bien plus loin de ces pérégrinations. Et puis l'abandon de l'écotaxe aussi, qui a empêché de financer les réseaux. Faut pas l'oublier. Mais il faut savoir aujourd'hui que pour aller, par exemple, pour faire Bordeaux-Clermont, aujourd'hui, vous savez qu'il faut remonter maintenant, on propose de remonter à Paris pour descendre à Clermont. Est-ce que c'est logique? Le grand centre Auvergne est la grande patate vide de la grande vitesse et de la désertification. Il faut voir aujourd'hui comment les départements se dépeuplent dans tout ce territoire. Donc, véritablement, il y a quand même un problème d'aménagement du territoire sur ce secteur-là, mais ne pas accuser un projet de défaire d'autres projets de régénération. C'est pas vrai. Il ne faut pas faire croire ça à nos concitoyens. Merci Rémi. Alors, vous apportez des éléments de réponse à toutes ces questions et je vous demande de faire aussi, si possible, le plus synthétique possible. C'est court, Monsieur le Président. Je rebondis d'une seconde sur le commentaire de Monsieur le Vice-président. Je n'oppose pas les uns aux autres. Je dis simplement deux choses du côté de l'État, notamment. C'est que le discours qui a duré assez longtemps, puisque encore la campagne présidentielle de 2012, il a été dit qu'on lancerait les travaux de grande vitesse de Paris-Clermont alors qu'il n'y avait pas de financement prévu. Donc il faut être cohérent. Soit on le fait. Je ne dis pas que le projet n'a pas de sens, soit on ne le fait pas, mais entretenir l'idée, je pense que ça crée de la frustration et du ressentiment. Et ce qui est quand même exact, c'est que comme il y avait cette idée d'une commande politique qui tomberait à un moment donné de l'État d'aboutir à ce projet de grande vitesse, on a en partie, même si les rames elles datent de 73, donc vous avez raison, c'est pas lié directement, mais on a en partie retardé le déblocage des financements sur l'entretien indispensable de la ligne Paris-Clermont qui a été maltraitée, soyons honnêtes. Et donc les travaux de mémoire, le schéma directeur qui est en cours de déploiement, travaux sur les voies et achat des rames qui ont un peu de retard, il a été décidé, je crois, par Elisabeth Borne, ministre des Transports, en 2019 ou en 2020. Donc c'est assez tardif. Et on rattrape près d'1 milliard d'euros d'investissement sur une ligne dont les rames ont 50 ans.
même 55 ans. Voilà, donc et je n'ouvre pas le débat sur LGV versus le reste. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a un succès. Ça va avec un peu ce qu'on disait sur Paris et les Airs français. On a, alors je mets le mot de métropole, monsieur le sénateur Joly, entre guillemets, à ce stade. Mais c'est une formidable réussite, le TGV. Je suis très fier. C'est une fierté française des grands projets, les lignes à grande vitesse. Et on a le deuxième réseau européen aujourd'hui de grande vitesse, juste derrière l'Espagne. Mais force est de constater qu'on a mis beaucoup de moyens, d'énergie, de capital politique collectivement sur le réseau à grande vitesse et que ça aboutit à une forme de délaissement, on va le dire comme ça. Je ne cible pas un projet en particulier, mais du réseau intermédiaire notamment, qui est le réseau intercité. Voilà. Et je le dis aussi parce qu'on reparle beaucoup, je ne vais pas être trop long, mais on reparle beaucoup à juste titre des lignes fines de desserte du territoire, les petites lignes, comme on dit joliment. N'oublions pas qu'en termes de transport et de galère du quotidien, ce sont les usagers d'Intercité, du Paris-Clermont, du POLT, de certaines lignes d'ailleurs Paris-Normandie, on a cité Rouen tout à l'heure, qui sont aujourd'hui les plus maltraités, si je puis dire, dans le système ferroviaire français. Et donc entre la grande vitesse et la petite ligne, il ne faut pas oublier qu'il y a je crois 12 millions de voyageurs par an qui prennent des intercités, dont chacun sait et voit qu'ils ne sont pas en très bon état. Et ça relève de l'État. Donc quand on a des priorités, les intercités, ils appartiennent à l'État. Donc moi j'ai insisté beaucoup comme ministre des Transports, je crois qu'il faut poursuivre sur le fait qu'on remette des moyens et de réseau et de rames et d'entretien sur les trains intercités. Je crois que c'est une vision de l'aménagement du territoire aussi. Bon, pardon, je ne suis pas plus long. Je sais que tous deux, nous sommes passionnés par ce sujet de transport, mais je veux répondre aussi aux autres questions. Sur ce qui était dit, monsieur le sénateur Lahellec, vous avez fait plusieurs remarques, mais j'insiste sur les contrats de plan. Alors, si vous êtes ringard, je suis ringard avec vous, parce que je crois aussi beaucoup aux contrats de plan. Alors, ils sont imparfaits, comme tout outil. Ça a été dit, je vais le dire même de manière un peu plus franche, puisque j'en ai négocié plusieurs avec les plans de région comme ministre des Transports. Il y a une forme parfois de... Comment dire ? Le terme de tout à l'heure d'hypocrisie collective. Bon, on charge la barque, on met beaucoup de projets dans le contrat de plan et on sait qu'on n'arrivera pas à tout faire dans le délai imparti. Bon, est-ce que pour autant il faut les condamner? Pas du tout, parce qu'ils ont quand même un énorme avantage, c'est qu'ils listent des priorités malgré tout, ils mobilisent des financements et des cofinancements, et ils créent un dialogue entre les deux grandes autorités, en l'occurrence des transports, mais l'État et la région. Bon. C'est sain. C'est quand même un lieu ou un espace de confiance et de rapprochement des visions. Il n'y en a pas tant que ça. Donc il faut sans doute qu'on soit un peu plus, peut-être moins ambitieux, mais plus cohérent avec les moyens mobilisés dans chacun des contrats de plan, du côté de l'État comme du côté des régions. Mais je l'ai vécu dans la dernière génération. Par exemple, on a remis des moyens sur les installations, les infrastructures de fret ferroviaire dans toutes les régions de France, en Centre-Val de Loire, auquel je pense, parce qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mobilisés, mais également en Bretagne, également ailleurs. Voilà, donc c'est quand même un moment où on se dit quelles sont nos grandes priorités dans la durée, sur plusieurs années, et même s'il y a des imperfections, on mobilise des financements communs. Donc je suis comme vous, je pense qu'il faut les améliorer ou les sincériser, comme disent les budgétaires, mais il faut les garder, ça j'ai aucun doute là-dessus. Alors, on a beaucoup parlé de respect de la parole, de confiance. Ça vaut pour l'État et ça vaut peut-être pour d'autres acteurs. C'est très vrai, mais c'est comme l'amour et les preuves d'amour. Il y a la confiance et les outils de la confiance. Et je crois que tout ce qu'on se dit là, et ça vaut... Nous avons sorti une note hier sur les dépenses locales en plaidant, je sais que c'est sensible pour une nouvelle logique de contrat, je ne vais pas plus loin, mais un contrat, que ce soit un contrat de plan État-région ou autre chose, ou une loi de programmation sur plusieurs années, qui est nécessaire aussi en matière de transport, ça marche si votre budget est sécurisé. Et donc, je crois qu'un des préalables à beaucoup de choses, et notamment au respect de la parole donnée par les uns les autres, et notamment par l'État, ce sont des budgets pluriannuels contraignants. Ce n'est pas l'objet du jour, mais je le dis au passage, je crois qu'il faut des budgets pluriannuels contraignants. Et donc des lois, on appelle ça comme on veut. Il y avait une réforme constitutionnelle en 2011 qui avait été discutée, d'ailleurs votée ici même, qui prévoyait des lois cadres qui s'imposent aux lois financières. Et je crois que c'est essentiel parce qu'un projet de transport, mais c'est vrai pour un projet de santé, c'est vrai pour un projet agricole, quand il est financé ou cofinancé par l'État, s'il y a le moindre doute sur le fait que l'engagement va être respecté, il y a déjà un problème. Et donc les budgets pluriannuels, c'est quand même un réducteur d'incertitude, comme disait un ancien commissaire général du plan, M. Massé, qui est très important. Donc avec le contrat, il doit y avoir de la pluriannualité impérative. Ça, je crois que c'est vraiment un des outils, mais je ne veux pas aller trop long et aller plus loin ce matin. Monsieur le sénateur Joly, vous avez parlé
Plusieurs choses, les métropoles, pendant le débat, vous avez raison. Alors, je reprenais quand même un terme à ma décharge du plan ou de la data, puisque les métropoles d'équilibre, comme on les appelait joliment, c'était un des concepts d'aménagement du territoire du plan. C'est sans doute pas, pour un géographe pur et parfait, le bon terme à l'échelle internationale, mais je maintiens néanmoins que nous avons, je crois, et c'est une fierté aussi, plutôt réussi ce rééquilibrage Paris, grande capitale régionale. En revanche, on a probablement creusé le déséquilibre entre les grandes villes de France et ce qu'on a appelé tout à l'heure, plusieurs l'ont dit, le périurbain, la ruralité, comme on veut. Les appels à projets, je suis tout à fait d'accord, et je citais Hugo Biolay, ce n'était pas mon propos, mais il a raison, je crois, c'est la paresse de la coopération. C'est quand vous ne savez pas exactement quelle priorité vous avez, vous dites on va faire un appel à projet, ça va remonter. Alors ça peut avoir un inconvénient que vous avez cité en plus, effectivement, celui d'une forme de standardisation et comme dirait un économiste, d'anti-sélection. C'est-à-dire qu'on n'a pas la compétence juridique, technique pour rentrer dans le cadre. Il y a des collectivités, on le sait très bien, ça vaut aussi pour les fonds européens, qui sont très bonnes, et tant mieux pour elles, dans le montage de dossiers, plutôt des grandes collectivités, et des plus petites qui ont du mal à mobiliser ces fonds d'État ou européens, parce qu'il faut avoir une ingénierie. Alors qu'on l'a fait une fois, c'est plus facile après. Mais on sait que c'est quand même, en plus, assez discriminant envers les plus petites collectivités, souvent les collectivités les plus rurales. Donc, je ne dis pas qu'il faut l'interdire. J'ai mené un plan vélo, c'était pas inutile de savoir, dans un cadre, quels étaient les projets les plus de meilleure qualité, si je puis dire, ou les plus prioritaires, parce qu'on n'avait pas le moyen de tout financer. En revanche, que ce soit le mode général d'aménagement du territoire, ça ne marche pas. Et je crois qu'il faut revenir, en effet, sur la possibilité d'avoir son préfet ou son sous-préfet quand on est une collectivité, de négocier, de discuter, et c'est ce que propose notamment la note du Copiolet avec ses comités de planification rurale. Je finis sur les deux dernières questions. Monsieur le sénateur Guéret, merci beaucoup pour vos mots qui me touchent. Je vais essayer de multiplier, on le fait déjà un petit peu, les déplacements, mais je crois en effet que pour l'élection présidentielle, il faudra qu'on essaye d'éclairer, modestement, mais ces questions d'aménagement du territoire. C'est le sens du rapport Cadeau avec son lot de propositions. Je ne doute pas que certaines ne seront pas encore mises en place en 2027, donc la boîte à outils restera disponible. Du rapport Lalande, nouveau plan Fraissinet, si je puis dire. D'autres travaux que nous engagerons dans les mois qui viennent. Alors, c'est un peu plus difficile pour moi de proposer ou de sermonner les potentiels candidats en disant venez signer une charte des engagements d'aménagement du territoire, vous le comprendrez. En revanche, on peut mettre sur la table du débat public, comme on vient de le faire avec le rapport Cadeau, un certain nombre de propositions ou de visions qui sont forcément subjectives. On va essayer quand même d'être le plus objectif possible, le plus consensuel possible, mais qui aident, je crois, à retrouver, parce qu'encore une fois, je crois que c'est tout sauf ringard, le goût de l'aménagement du territoire. Je prends un dernier exemple, dans le monde des transports. C'est très fascinant, puisqu'on a beaucoup parlé du TGV. Quand les projets ont été lancés, je dis les projets, j'en vois deux dans les transports. Le Concorde, qui est pourtant élitiste. Non, pas très écologique, aujourd'hui on ferait sans doute pas tout à fait pareil, mais surtout élitiste. Très peu de gens ont pris le Concorde. Bon. Et le TGV, qui au début était vu aussi comme un mode de transport coûteux, une formidable fierté, mais pour peu de gens. Bon, ça s'est démocratisé. Mais même à ce moment-là, on avait presque un sens de la mise en scène. Quand le Concorde a été lancé, je crois que c'était sous l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 69, il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont venues arriver. C'était une fierté nationale. Quand le TGV a été inauguré en 1980 par le président Mitterrand, après de longues années, au-delà des alternances politiques de préparation, je rappelle toujours, on a fermé la gare de Lyon, on a exposé les 3 premières rames, et pendant 48 heures, les gens venaient voir le TGV, même sans rouler, parce que c'était une forme de symbole de réussite française. Je ne suis pas nostalgique, mais on a besoin aussi, on va avoir un TGVM qui est formidable dans quelques mois. Voilà, il faut aussi qu'on célèbre ces grandes réussites d'ingénierie et d'aménagement. Voilà, pardon, sur la question que vous posiez, Madame la sénatrice Patru. Alors, on n'a pas travaillé modestement, nous ne sommes pas allés jusqu'à la Constitution pour voir s'il y avait des modifications à apporter. Mon sentiment, ça dépasse le rapport, c'est qu'on peut avoir un débat légitime sur le principe de précaution qui peut-être dans certains domaines peut apporter des ralentissements ou des blocages. Je crois sincèrement que ce n'est pas le cas en matière de grands projets.
Il y a d'autres blocages, suffisamment. Mais je ne crois pas que ce soit au nom du principe de précaution qu'on ait des blocages juridiques, légaux, administratifs dans la mise en œuvre des grands projets. Un peu dans le droit européen peut-être, mais comme ça a été dit, on n'y a pas touché à ce stade. Mais en fait, dans beaucoup de mesures qui sont assez simples, qui sont souvent réglementaires et parfois même de pratiques administratives. Voilà, on propose juste, pour prendre un exemple très concret, une mesure assez simple. Enfin, Monsieur Cadeau propose une mesure assez simple que, sans même créer des emplois, dans les services instructeurs de l'État, quand il y a une accumulation de projets ou un grand projet qui surcharge en quelque sorte les services administratifs et donc ralentit les décisions, on puisse y avoir une sorte de brigade d'appui en quelque sorte qui, au niveau central ou localement, viennent compléter temporairement des effectifs pour ne pas bloquer un projet territorial important. Voilà, ce genre de choses très pragmatiques, ça peut aussi être parmi les leviers qui accélèrent les grands projets, et pas seulement les grands, pour finir là-dessus, Monsieur le Président. Mais merci beaucoup, Monsieur le Haut-Commissaire. Vraiment merci, on a dépassé notre temps, mais je pense que c'était utile, c'était extrêmement intéressant. Vous dire que nous partageons, et je pense me faire le porte-parole de tous les collègues sur ce sujet, nous partageons votre analyse, votre vision de la notion d'aménagement du territoire, votre volonté aussi de faire avancer les choses sur ces sujets. Et permettez-moi de m'associer aux félicitations qu'a exprimé Daniel tout à l'heure à votre égard. Vraiment un grand merci. Vous portez de manière concrète, avec simplicité, mais avec détermination, un certain nombre d'orientations. Et je pense en effet que l'élection présidentielle de l'année prochaine sera un moment clé pour faire avancer ces notions d'aménagement du territoire. Alors, on ne peut pas revenir au temps de la DATAR où l'État détenait toutes les compétences. Depuis, un certain nombre de compétences qui ont été transférées aux collectivités, mais vous l'avez dit à juste titre, ça ne veut pas dire que ça exclut la notion d'aménagement du territoire. Simplement, ça suppose des partenariats entre l'État et les collectivités pour faire avancer l'aménagement du territoire. Donc vraiment un très grand merci à vous, très sincèrement. Et puis forcément à très bientôt parce que nous aurons l'occasion de reparler de ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup.